s'élevait au-dessus des chevilles et que sa veste s'arrêtait à sa taille. Ses souliers noirs étaient immaculés. Le nœud de sa cravate bleue impeccable. Mais sa chemise blanche était tachée par le sang qui avait coulé sous la corde. Dans quelques heures, il serait établi que Seth Hubbard avait assisté à la messe de 11 heures, qu'il avait parlé à quelques connaissances, plaisanté avec celui qui faisait la quête, laissé son obole, et qu'il paraissait de la vie générale plutôt de bonne humeur. On savait que Seth luttait contre un cancer du poumon, mais tous ignoraient que les médecins ne lui donnaient que quelques semaines à vivre. Seth était connu au sein de la paroisse, et on priait pour sa guérison, mais parce qu'il avait divorcé 2 fois, on ne le considérait pas tout à fait comme un bon chrétien. Son suicide n'allait rien arranger. L'arbre était un vieux sycomore que Seth et sa famille possédaient depuis des années. La terre autour était boisée, un domaine forestier que Seth avait hypothéqué à plusieurs reprises et fait fructifier. Son père avait acquis cette parcelle par des moyens douteux dans les années 1930. Les 2 ex-femmes de Seth avaient tenté tour à tour de lui ravir ce domaine au moment de leur divorce. Certes, il était parvenu à le garder, mais elle l'avait dépouillé de quasiment tout le reste. Le premier arrivé sur les lieux fut Calvin Boggs, ouvrier agricole et homme à tout faire. Il travaillait pour Seth depuis plusieurs années. Tôt le dimanche matin, Calvin avait reçu un appel de son patron. « Retrouvez-moi au pont à 14 heures. » Sans plus d'explications. Calvin n'était pas homme à poser de questions. Si M. Hubbard demandait à le retrouver à un certain endroit et à une certaine heure, Calvin y serait. À la dernière minute, le fils de Calvin, âgé de 10 ans, voulut accompagner son père. Tout en se disant que c'était une mauvaise idée, il accepta. Ils suivirent une route de gravillon sinuant sur quelques kilomètres à travers le domaine des Hubbard. Calvin, au volant, était curieux de savoir ce que lui voulait le patron. Jamais M. Hubbard ne lui avait donné rendez-vous un dimanche après-midi. Calvin savait qu'il était malade. On disait qu'il se mourrait. Mais, comme pour tout, Seth Hubbard était discret. Le pont n'était en fait qu'une plateforme de bois jetée entre les 2 rives d'une petite rivière, envahie de couzous et grouillante de vipères. Depuis des mois, M. Hubbard comptait remplacer la construction par un pont en ciment digne de ce nom, mais à cause de ses problèmes de santé, il avait dû ajourner ce projet. Non loin de là, on apercevait une clairière flanquée de 2 cahutes pourrissant dans le sous-bois, ultime relique d'un ancien village. Juste après le pont, Calvin reconnut la Cadillac du patron, le dernier modèle. La portière côté conducteur béante, comme le capot du coffre. Il s'arrêta derrière la voiture. Ce n'était pas normal. Il pleuvait à verse à présent et les bourrasques se succédaient. Pourquoi M. Hubbard avait-il laissé ainsi sa voiture ouverte aux 4 vents? Calvin demanda à son garçon de rester dans le pick-up, puis, lentement, il fit le tour du véhicule sans toucher à rien. Aucune trace du patron. Calvin prit une profonde inspiration, s'essuya le visage du revers de la main et scruta les alentours. Au-delà de la clairière, à une centaine de mètres, il vit un corps qui se balançait dans le vide, suspendu à une branche. Il revint vers la camionnette, ordonna à son fils de ne pas quitter la cabine et de verrouiller les portes. Mais il était trop tard. Le garçon regardait fixement le sycomore au loin. « Reste ici !» répéta Calvin. « Ne descends pas du camion. »« D'accord. » Calvin marcha vers l'arbre. Il avança lentement car ses pieds glissaient dans la boue. Garder son calme. Pourquoi se presser? Plus il approchait, plus la scène se précisait. L'homme en costume sombre au bout de la corde était tout à fait mort. Calvin le reconnut enfin. Quand il remarqua l'escabeau renversé, toutes les pièces du puzzle se mirent en place. Il repartit aussitôt vers son pick-up. On était en octobre 1988 et les téléphones de voiture venaient d'apparaître dans le Mississippi rural. À la demande de M. Hubbard, Calvin en avait un dans son véhicule. Il appela le shérif du comté, expliqua rapidement la situation, puis attendit l'arrivée des autorités. Dans la tiédeur de l'habitacle, bercé par les chansons country de Merle Haggard, Calvin regardait droit devant lui. Long